Bonjour à tous. Deuxième visite de notre week-end à Marie-Galante, la distillerie Biel à Grand-Bourg. Le domaine de Biel existe depuis 1769, où la famille Biel possédait une caféière. C'est en 1826 que Nicolas Biel et son frère Maximilien montent une sucrerie sur le domaine. Après moult successions, c'est en 1975 que Biel est racheté et actuellement géré par Dominique Thierry. Nous avons rendez-vous avec Nicolas qui va nous faire la visite du domaine. Donc on va vous faire une petite visite de la distillerie. Il y a toutes les personnes qui sont responsables des différents pôles qui vont se présenter et présenter un peu leur atelier. Donc aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir avec nous les coordinatrices marketing, Sarah et Laure, et Magali qui est juste là aussi, qui est la responsable commerciale sur Marie-Galante. Voilà, donc je vous rassure, on va faire tout le process de distillation, on va essayer de répondre au mieux aux questions. Je vais essayer d'être le plus général possible, de rentrer un petit peu dans les détails sur certaines choses, mais c'est là l'occasion de poser des questions aux personnes qui sont vraiment responsables de chaque pôle. Donc comme je le disais à Mike, on aura certaines choses qui seront un peu confidentielles, on va vous faire rentrer dans la confidentialité. On va vous faire rentrer dans des parties qui sont fermées au public, donc par rapport à des raisons de sécurité. Vous êtes au milieu de fûts, voilà, c'est un peu dangereux. Il y a des vapeurs d'alcool, la part des anges est dans l'air. On peut avoir des petites vapeurs, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est juste la petite question de sécurité. Il y avait une question aussi qui est un peu importante, c'est concernant le droit à l'image. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur si nous on peut publier de notre côté? Ça vous dérange pas? Oui. C'est bon. Et oui, il y a Arnaud également qui est le commercial sur Guadeloupe qui sera avec nous pour encadrer. Voilà. On a profité de faire venir le maximum la famille Biel pour que voilà, si vous avez des questions, si vous voulez échanger, mettre un visage sur les noms. Donc on va commencer par le commencement, on va aller sur la balance là-bas. On va faire vraiment le process de A à Z de la fabrication à la distillation et on va finir sur la dégustation. J'aime bien les mots. Hein, voilà. Et donc on va vous faire goûter des choses. Donc je vous dirai à la fin ce que vous avez goûté, mais je pense que vous allez être assez content. Donc on va aller par là-bas. Donc on a un petit peu de chance, je ne sais pas si c'était dans votre intérêt, mais ils viennent de finir de broyer la canne et on vient de nettoyer là. Parce que normalement c'est full canne là. Voilà, il est là. Ouais, je te présente rapidement. Hein? Bon. Alors on va faire, c'est un peu freestyle, donc c'est juste que vous présentez donc Jean-Luc. Qui est le responsable production, qui optimise vraiment le process de fabrication, qui fait que depuis quelques temps on a moins de pannes sur l'outil de production et qu'on puisse produire avec de bonnes conditions. Donc il faut savoir que sur la distillerie, on a chacun des compétences, mais le mot d'ordre sur la distillerie c'est la polyvalence. Donc on peut très bien être commercial un jour et le lendemain être en manutention. Donc voilà, c'est juste que Jean-Luc m'aide aussi sur pas mal de choses sur la Guadeloupe. Donc c'est pour vous dire ça, on est vraiment très polyvalent chez Biel. Voilà. Donc vous allez, on va se croiser hein, de toute façon après. Donc c'est le Club Rhum Guadeloupe. Voilà. Rencontrer du monde. Voilà. Amateurs de rhum. Voilà. Ouais, pour bien venir et puis faites une bonne nuit. Accessoirement. Accessoirement, ouais. Bon, on se voit tout à l'heure alors. Ok. Donc on va commencer par ici. En fait, c'est sur la visite, on va faire une boucle. On va commencer vraiment par, on va suivre la canne dans son process de fabrication et on va terminer la boucle ici. Donc vous allez vraiment voir que la distillerie Biel est une toute petite unité de production. Donc c'est vraiment à échelle humaine. Vous êtes plus nombreux que nous en distillerie, on a à peu près une quinzaine, tout corps de métier confondu. Donc on commence ici, c'est au niveau de la pèse.
Donc il faut savoir, petit brief rapidement sur Marie-Galante. Donc Marie-Galante, on est sur l'îlot sans moulin, la Grande Galette. On est sur un terroir qui est plat. Alors ça vous dérange pas, je vais retirer le masque, vous allez peut-être plus entendre. J'ai fait, je suis pas aimanté, mais j'ai fait mes 2 doses de vaccin et je me désinfecte souvent au 59, donc ça va. Donc voilà, en fait, comme je disais, le terroir est très important sur la qualité du produit. On est sur une île qui est plate, qui est calcaire, où le climat est ventilé et chaud toute l'année. Donc c'est très important. On est sur à peu près le même terroir que la Grande Terre. Donc aussi, il faut savoir que la Guadeloupe, c'est la seule île des Antilles qui a la particularité d'avoir le terroir volcanique et calcaire. Donc on a des cannes qui sont complètement différentes. On a vraiment une richesse de terroir. Sur Marie-Galante, donc le Marie-Galante est donc par définition très chauvin. Il y a une petite anecdote qui dit que la moins sucrée des cannes de Marie-Galante sera quand même plus sucrée que la plus sucrée des cannes de Guadeloupe. Bon, je le dis à chaque fois, mais c'est ce qu'en Marie-Galante on le dit. Ouais. Mais en fait, c'est pas vraiment vrai. Il y a des cannes qui sont très très sucrées sur Basse-Terre, alors que c'est volcanique. Et je crois que le record, il me semble que c'est une parcelle qui est à côté de Montebello, qui a le record du taux de Brix. Donc le taux de Brix qui est le taux de sucre sur la canne. Donc Marie-Galante, on est vraiment sur un terroir qui est parfait pour la pousse de la canne. On a vraiment une richesse en sucre qui est très importante pour la production. Nous, on travaille un peu en coopérative, c'est-à-dire qu'on n'a pas de parcelle attitrée. On travaille avec certains agriculteurs de Marie-Galante et on a un cahier des charges plus ou moins strict. Donc le côté strict va venir de la coupe et du ramassage de la canne et les délais de ramassage. On exige que la canne soit coupée et ramassée à la main pour avoir le moins de déchets possible et sélectionner aussi la canne. Ça nous permet d'avoir le moins d'accidents sur les outils de production. Aussi, on exige nous en interne, que la canne soit récoltée et livrée en moins de 48 heures parce qu'il faut qu'elle soit broyée et distillée en moins de 48 heures. Donc c'est pour ça que par rapport à ce qui s'est passé dernièrement avec l'usine, on a essayé de reprendre certaines cannes pour dépanner, mais nous on était contraints de refuser certaines cannes parce qu'elles étaient là depuis trop longtemps. Le fait que la canne soit coupée à la main, elle est coupée en 2 morceaux, donc à la base et en haut. Il n'y a que 2 oxydations. Donc ça c'est aussi important parce que quand la canne est coupée à la machine, ça sera plus propre, plus joli, mais en fait il y a 2 oxydations par morceau. Donc sur la distillation, nous, sur notre outil, ça va se ressentir. Donc le fait qu'elle soit coupée en haut et en bas, tout ce qu'il y a au milieu n'a pas d'oxydation. Ce sera juste les extrémités. Et le fait qu'elle soit broyée rapidement, on sent rien. Donc comme je vous disais, c'est un avantage pour nous que ça soit terminé parce qu'on peut s'entendre. Normalement, là, on est en pleine période de production. Il y a les camions qui viennent livrer, il y a la broyeuse et il y a la machine qui tourne. Donc là, ils viennent de nettoyer et de finir de broyer la canne. Donc les machines ils ont fini à 11 h. Donc il faut savoir qu'en moyenne, la distillerie commence à tourner entre 4 et 5 h du matin pendant la période. Donc voilà. Donc là on est au niveau de la pèse, de la balance. Donc c'est assez marrant parce que je parle de mon expérience. Quand je suis arrivé ici en stage initialement, on a exigé que, comme tous les stagiaires, comme toutes les personnes qui viennent travailler ici, les coordinatrices marketing peuvent en témoigner, on passe par tous les stades. Donc j'ai été à la pèse, j'ai été à la manutention, à la distillation, à tout. Donc c'est top parce que du coup on connaît le produit. On essaye de ne pas dire de fausses informations du coup. Donc quand je ne sais pas, si vous voyez que je commence à bégayer un petit peu, je vais dire que je ne sais pas et je vous enverrai vers les collègues du coup. Donc voilà, en fait le matin ce qui est assez intéressant c'est que c'est un peu le premier arrivé, premier servi. Donc on a des agriculteurs avec qui on travaille qui vont peser leur récolte, donc sur le chariot ou sur la charrette parce qu'on travaille beaucoup avec des charrettes également. Il va y avoir le poids du récipient, enfin du camion à vide. Et en fait du coup on fait le calcul. Et c'est aussi intéressant parce que du coup pour les bœufs c'est pareil. On essaie d'avoir le poids des bêtes pour évaluer au mieux le tonnage. Donc quand la canne arrive ici, notre collègue qui n'est pas là malheureusement, Aurélie, elle va sélectionner 3-4 morceaux de canne au milieu pour tester le taux de Brix.
donc le taux de sucrosité, et c'est ce qui va donner le prix de la marchandise à l'agriculteur. Donc c'est le poids et la qualité. Donc plus le Brix est important, je crois que c'est une unité qui va jusqu'à 30. Donc 30 c'est extrêmement rare, généralement à Marie-Galante on tourne entre 18 et 24 il me semble. Donc plus ça sera élevé, plus la canne sera chère. Voilà. Donc on a cette année une très très bonne année parce qu'il n'a pas plu énormément. Quand il pleut beaucoup, malheureusement la terre est chargée en eau et la canne est un peu plus épaisse mais moins sucrée. C'est pour ça que la canne de Marie-Galante, par exemple la canne grise ou des choses comme ça, vous avez une canne qui est beaucoup plus fine, plus fibreuse mais plus sucrée. Voilà. Donc là la canne est testée, on va prendre le taux de Brix et ensuite elle va être stockée sur cette partie. Donc là la canne est stockée ici, on va avancer petit à petit, de toute façon là c'est pas dangereux, ça tourne plus. Et comme je vous disais, là où c'est marrant, c'est que premier arrivé, premier servi, si on a atteint le chiffre du jour, on arrête. Donc on remplit, toute cette partie-là est remplie et les derniers arrivés, finalement on ne prend pas. Il doit revenir dans moins de 48 heures donc le lendemain. Donc je vais juste vous montrer la machine ici. Donc là on va prendre la canne et avec le canadair ils vont être placés sur la ligne de découpe. Donc la canne va être découpée une première fois avec les dents que vous pouvez voir ici, vous pouvez vous rapprocher. Et sur cette ligne là il va y avoir deux moulins. Donc le moulin ça sera vraiment l'outil qui va être utilisé pour presser la canne et prendre le maximum de jus. Alors c'est des détails qui sont assez intéressants parce que chaque distillerie a sa façon de procéder. Vous avez pu voir que la plupart des distilleries à sa marque de fabrique ont des typicités particulières. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont dire mais oui mais attends, c'est la canne, c'est la même façon de faire, pourquoi tout rhum c'est rhum. Bon, c'est comme si on disait que tous les vins rouges c'est les mêmes. Donc voilà, en fait c'est plusieurs petites choses qui vont faire les différences. Ici on a deux moulins. Le premier moulin va presser la canne, donc on va prendre le jus de canne, donc d'où la subtilité agricole. Et la deuxième presse, le deuxième moulin, on va humidifier la canne et la represser encore pour extirper le maximum de jus. Donc il y aura un petit peu d'eau dans le deuxième jus, mais c'est minime. Puis juste une petite aparté, le rhum, c'était un seul moulin. Donc ça veut dire une seule presse. Une seule presse, pas d'eau. Pour dire la cuvée. Voilà, donc c'est pour ça que le rhum blanc était quand même un peu plus cher. Parce que dès la première production de rhum blanc, on est sur une sélection qui était beaucoup plus minutieuse. Donc petite quantité, une seule presse, on avait un peu de perte parce que la canne n'était pas réhydratée pour être repressée. Donc du coup forcément les volumes étaient moins importants. Donc cette chaîne-là, donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi important que ça soit ramassé à la main et coupé à la main. Quand c'est ramassé à la machine, s'il y a des roches et que ça passe dedans, ça peut péter tout le système. Et c'est pour ça que Jean-Luc fait un travail extraordinaire parce que ça nous est arrivé plusieurs fois, on était obligé d'interrompre la production parce que justement il y a une roche qui est passée et qui a tout pété. Donc là il faut refaire refaire des pièces sur mesure. Donc c'est pour ça que depuis que Jean-Luc est là, il y a plus de problème en tout cas. Donc on va avancer. Alors, je vous demanderai d'être un peu prudent, de faire attention où vous mettez les pieds et regardez toujours s'il n'y a pas de pas se cogner la tête. Donc là, en l'occurrence, on va aller dans une partie qui est interdite au public, tout simplement parce que c'est un peu dangereux. Je ne sais pas si... On va quand même monter, on va vous montrer, on va l'attendre là-haut et... On peut tous monter en même temps ? Oui. Donc soyez juste prudents.
De toute façon, au fur et à mesure, on va peut-être revenir sur certains points. Comme je vous dis, bon, on fait en fonction de toutes les personnes qui travaillent aux différents postes. Donc là, en fait, c'est juste sur le process, comme vous devez tous le savoir. Une fois que la canne est récoltée, qu'on a pris le jus, on va mettre ce jus de canne en fermentation. Donc là, vous avez les cuves de fermentation qui sont juste à côté. Donc, c'est une fermentation de 48 heures, voire plus. Le but, c'est que le jus de canne se transforme en vin. Donc, un alcool qui soit entre 5 et 15 degrés. Donc, ces cuves sont remplies. Et une fois qu'elles sont remplies, on arrête la production. Enfin, je veux dire la presse en tout cas. Elles restent en plein air. Donc, ça va prendre l'eau de pluie. C'est un détail parce qu'après, sur la distillation, ça va purifier le produit. Donc, plus le vin va être sucré, plus l'alcool sera fort. Donc là, ce sont aussi des secrets de distillation que Pierre Corbien, qui vient d'arriver, va peut-être vous révéler. Mais c'est ce jus de canne-là qu'on va distiller après. Donc c'est aussi là où Joey Star voulait un peu se baigner, mais il préférait la version déjà distillée. Mais quand il était là, il voulait limite goûter. Alors c'est vrai que c'est particulier. Pour les dégustateurs, vous avez peut-être pu sentir cette odeur un peu cidrée. Qui fait vraiment penser à l'ouverture d'un cidre artisanal, cette odeur un peu agressive mais en même temps acidulée. Moi j'aime beaucoup, c'est particulier, donc c'est vrai que bon, j'ai pas les mêmes goûts que ma copine en parfum, mais voilà, c'est une odeur que j'aime beaucoup quand j'arrive sur la distillerie. Il y a cette odeur là plus celle de la distillation qui est assez intéressante. Donc on va maintenant monter, donc le maître distillateur est arrivé. On va monter, il ne faudra pas trop toucher aux choses parce que c'est son labo, je sais qu'il est, voilà, il est très organisé. Biel produit environ 495 000 litres de rhum annuel. C'est l'un des rhums agricoles les plus prisés au monde. Suite de la visite avec Pierre, le maître distillateur de Biel, qui va nous expliquer son métier. Une petite parenthèse, c'est vrai que sur notre philosophie chez Biel, ce qui fait un bon rhum vieux, ça va être la qualité du rhum blanc. Et c'est Pierre qui a cette maîtrise parfaite de Biel, en fait, du rhum blanc. Donc c'est grâce à lui qu'on a ce rhum blanc d'excellente qualité, qu'il soit à 50, 59, 70, enfin 71 degrés. C'est Pierre vraiment. Donc c'est vrai que on le voit pas parce qu'il est sur son labo ici, mais je voulais absolument que vous puissiez le rencontrer parce que justement c'est grâce à lui qu'on a cette qualité de rhum. Et c'est pas un métier qui s'apprend à l'école, mais c'est un savoir-faire qui se transmet. Donc voilà. Donc là il va vous présenter. Tu veux présenter ton matériel. Ouais, vas-y. Le jus de canne, on va mettre le jus de canne, on va couper avec de l'eau à 1040, 1042, et après on va mettre la levure, après 5 chassés, 5 paquets ou 7 paquets. Les 7 paquets c'est dans le cube de 200 hectos et les 4 dans le cube de 100 hectos. Et là on va laisser fermenter pendant 2 jours. Attends, 2 secondes. Nico, tu peux lui prêter le micro pour qu'on puisse... Oui, bien sûr. On commence encore? Non, continue. Ne touche à rien, juste le... Ok. Tu peux l'éclipser. Ok. Super, merci. Après les 2 jours, on va... La densité sera dans les 995. Ça veut dire qu'il y a un alcool. Et dans la cuve, il y a un alcool de 5 degrés. Et après, on va faire le biomètre pour voir combien d'alcool qu'il y a dans chaque cuve. Et après, le jus qui est au départ, c'est le vesou et après, c'est le vin. Le vin, ça veut dire qu'il y a un alcool. C'est pas du vin, c'est le vin. Et après, on va mettre les colonnes en route. On a le chaudière derrière qui fait la vapeur. Alors, on va faire une... Là, c'est le tuyau de la vapeur. Vapeur d'eau. Ouais, vapeur d'eau. Ça va rentrer tout à fait en bas et ça va monter. Est-ce que ça va monter? Je vais envoyer le vin qui arrive par en haut. Et le vin va descendre dans ce tuyau. Ici, ça va remonter
pour aller dans le chauvin. Pas le chauvin. Le chauvin, lui, il va chauffer le vin à 80 degrés. Et le vin chaud, ça va... Ouais, mais pourquoi on voit, c'est Jules qui a chauffé. Et ça descend ici, ça va rentrer dans les colonnes. Et ça descend par gravité. Et la vapeur qui monte, ça va faire bouillir. Ça va faire un gaz carbonique à l'intérieur. Et la vapeur, lui, va tout récupérer. Vous avez compris? Oui. La vapeur, elle va récupérer tout le monde là. Il faut dire dans le poivre là? Non, il va remonter, il va passer dans le chauvin en haut. Et après, ça va aller dans les deux condenseurs. Les deux condenseurs, ça va refroidir la vapeur qui va te donner l'alcool 79, 80, peut-être 82. Ça dépend. Jean-Laurent dit ça, il doit être bon à 82. Quoi? Jean-Laurent dit ça, il doit être bon à 82. À sentir, il doit être bon. Oui. Mais c'est 70. Oh, ça trouve, Oui. Non, mais en boit au moins 25 ans. Ah ben voilà. C'est pour ça que j'aime ça. Alors, m'arrêter, boy là. C'est conservateur. Non, c'était pour. Bon, expliquer ça. C'est pour tes. Non. Pour tes vins bon distillateur, il faut goûter. Il ne faut pas prendre un coup et jeter. Ça va signifier rien. Il faut mettre encore en dedans. Et c'est en dedans qui a dit ça pour faire. C'est pareil que le repas. Là, tu fais le repas. Tu goûtes, tu ne jettes pas. Ah ben, le rhum, c'est pareil. Tu goûtes et tu sens. Tu sens. Et maintenant, je fais à l'odeur. C'est bon. C'est un autre niveau. Au niveau là. Alors vous avez vu, maintenant je suis là. Chacun les t-shirt. 28 ans, je suis là. Et je ne suis pas encore distillateur parce que j'apprends chaque jour. Tu vois? Chaque jour, tu apprends parce que ce n'est pas les cannes qui sont pareilles. Il y a plusieurs variétés de cannes. Ils auront chacun Un travail différent. un travail différent. Moi, lorsque je buvais, c'était toujours 79,80. Même à la maison, 79. C'était bien. Je n'étais jamais bourré. Mais 59, ça te prend la tête plus vite. Parce que c'est coupé avec de l'eau. L'eau, ça se. L'eau, ça se. Ouais, C'est ça, oui. ouais. C'est pour ça que. Le vieux, c'était pas vraiment mon truc. Parce que tu étais bourré de faire plus vite. Avec le blanc, je pouvais passer la journée, même en travaillant. C'est pour ça que je suis distillateur. Alors le terme c'est distillateur ou maître distillateur? Distillateur. La même chose? Ouais, distillateur tout court. Tout court? Ouais. Et vous êtes combien en fait justement Distillateur? Ouais. Une seule? C'est le Oui, une seule. Vous êtes tout seul, d'accord. Ouais, il y a quelqu'un qui peut me remplacer. D'accord. Il suffit de montrer, bon, c'est moi qui fais tout. D'accord. Toi, qui fait colonne, fermentation. D'accord. Ouais, s'il y en a qui veut apprendre, j'apprends, c'est tout. Hein. D'accord. Bah, c'est pas un truc qui est facile. C'est un truc qui te pète la tête après. Ouais, surtout quand on goûte. Ouais, non, mais ça va te péter la tête à un moment donné. Juste une petite anecdote sur le brut de colonne en fait. C'est aussi Pierre qui a exigé que ça soit à ce degré-là. Ouais, Pour parce dire, qu'il faut, voilà, il faut faire 71, il faut qu'on le fait à peu près à 75. Si tu fais 71, tu n'as pas un degré à 71, c'est faux. Ça va descendre plus Ça bas. fait un bon choix, hein, parce que C'est exceptionnel. pour avoir encore un carton à la maison, Non, franchement, faut ça continue à descendre. Et j'ai appris tout ici. Alors un vieux, Mais bon, Par un ancien. un ancien, c'est là-dessus. Sur cette colonne qui est dehors. Lui, il était plus difficile à conduire. Eux, c'est ça. Ouais, c'est. Dès que tu as la vapeur. Ouais, dès que tu as la vapeur. L'automatiseur, c'est moi. C'est tout est programmé ici. Tu vois, je travaille, je peux aller faire quelque chose, mais je sais en 2 minutes, il faut que je retourne. donc s'il fait comme, vous êtes dans la merde. Un Docker, voilà. Le premium, c'est pareil aussi, c'est dans l'alambic. Et la grise, la batazelle. La grille, c'est là-dedans. Batavia, c'est là-dedans. Et là, lorsque je fais ça, il faut avoir personne là. On est concentré. Il faut être concentré là-dessus. Sinon. C'est ceux-là qui jouaient Rom-Rom. Le Rom-Rom, j'étais un peu dedans? Non. C'est parce que c'était le alambic. Le premium, c'est pareil. Le premium, c'est alambic. C'était moi aussi. Ça prend plus de temps pour faire. Il n'y a que du premium pour le moment. Une seule. Une seule. Alors, il faudrait toujours consommer bielle.
Et aussi, pourquoi le rhum billet est bon? Parce qu'on n'a jamais changé de distillateur. Il se vend. Oui. Parce que les autres endroits, ils changent de distillateur à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, la personne qui fait le rhum, à un moment donné, ça va lui péter la tête et il va dire, bof, prochaine saison, il ne retourne pas. Donc du coup, tu peux répéter, on n'a pas Non, mais c'est une vérité, ceci. Vous que bois de l'eau en bas. Oui. Non, mais après, c'est une des choses que j'ai appris en travaillant dans le rhum, c'est que le fait d'avoir une stabilité sur le produit, sur la distillation, c'est quelque chose de très compliqué. Et nous, là, on a la réputation, donc c'est grâce aussi à Pierre, c'est qu'il arrive à avoir cet équilibre, cette stabilité sur le produit, alors que la canne, comme vous dites, il y a beaucoup de choses, beaucoup de variantes. Il ne faut pas changer. Voilà. Tu vois, il faut pas. Le problème, il ne faut pas changer. Il ne faut pas dire, bon, Pierre, tu vas faire ça. Et il dit, bon, moi, je dis non, pas grave, je ne suis pas d'accord. Bah, si, je dis, bon, tu me montres, c'est tout. Tu vois? Si je ne sais pas, je ne peux pas faire. Je ne suis pas habitué là-dessus. J'ai habitué avec ma manière. Depuis en 92, je suis habitué comme ça. C'est 12. Et comment tu travailles avec le maître de chef? On lui te dit, je veux faire tel type de vieux. Non, on ne travaille pas ensemble. Moi, c'est juste. Je ne dis pas, je veux un blanc, tel degré. Non, je donne le blanc bien. Dès qu'il me demande. C'est lui qui se débrouille après. Mais par contre, si on me dit, tu veux enlever le rhum à 77, alors il faut. Le temps que je maîtrise, il faut laisser un peu de temps. Tu vois? Parce que là, on fait à 77, mais je ne suis pas encore vraiment à 77. Je fais 78, 79, il y a des fois un petit coup 77. Mais il faut chercher avant ici à combien il faut faire sortir pour, en bas, on le trouve à 77. Tu vois, c'est ici ça compte. Parce qu'après, on va recalibrer. Tu vois, là, je fais sortir à 80, mais les filles en bas, ils vont recalibrer encore pour voir à peu près ce que j'ai fait. Il y a le brutal et il y a le réel. Vous avez compris? Oui. Vous avez goûté du coup ce qui vous avait réservé? Oui, j'avais laissé là pour eux. Ah oui. On peut peut-être dire. Si, non, ouais, il faut prendre un petit échantillon. Oui, et tu vois, là, je le laisse là pour lundi, il est toujours en alcool. Ça va pas s'évaporer, ça va rester là. Ouais, il pas fait moyen, il fait ça rien. Donc la collaboration avec les dames, justement. Et regarde-moi, Ceux qui aiment la voix. regarde-moi, il a manqué quelques mois pour nous 50 ans. Tu vois? Pierre, Oui. comment fonctionne justement cette collaboration avec les dames, comme vous disiez tout à l'heure? C'est-à-dire que vous vous occupez de Là? d'abord gérer peut-être le titrage. La brute. À ce niveau-là. Ouais. Et donc elles font quoi en bas en fait? Exactement. Eux, ils vont faire ce que j'ai fait la journée. Ils vont relever ce que j'ai fait la journée. D'accord. Ouais. Alors, si j'ai à peu près 2500 litres à faire, fin de journée, il faut qu'on trouve les 2500 litres en bas. Alors, si on trouve 2000, on va demander les 500, ils sont passés où? Si, on va demander les 500, il est passé où? Quoi? Il y a un test d'alcoolémie qui est fait à la sortie. Non. Seulement sorti de colonne. Non, j'étais toujours bourré. Non, personne n'est testé. Non, personne. Mais est-ce qu'on trouve toujours juste? Quoi? Si. Ah ouais. Si. Maintenant, je suis mieux parce que comme j'ai arrêté de boire, alors ça va. Carrément. Oui, avant j'étais fatigué, j'étais seul, là, j'ai dit bon, ça va fonctionner. Avant, il y avait des variations parce que peut-être qu'il avait un coup. ouais. Allez, mais maintenant, c'est bon. Maintenant, ça va. C'est plus au poil, ça va. Il est plus développé maintenant. Ouais. Dommage, il n'y a pas de relève, c'est tout. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas. Il a dit dommage, il n'y a pas de relève. Rico. Vous n'avez aucun stagiaire qui vient justement. Ouais, il vient, mais pas pour ça. Pas pour ça? Non. C'est-à-dire, ils viennent pourquoi en fait? Bah, pour faire d'autres trucs. C'est-à-dire au niveau du vieillissement plutôt, c'est ça? Bah, tu es une stagiaire, il va dire. Tu fais stagiaire. Bah, premièrement, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Si tu n'aimes pas, ça ne sert à rien.
si tu veux distiller, le premier truc à faire, c'est pas ici, il faut venir. Il faut rester en bas. Tu vois? Alors si moi je te dis il faut laver, tu me dis non, tu ne veux pas laver, ben c'est pas la peine, tu peux partir. Tu ne veux pas venir là et c'est moi qui va laver. Non. Parce que lorsque j'ai appris, j'étais en bas avant. Pas pendant peut-être 2 mois, rester en bas. Et après, je suis monté. Et après, on m'a laissé toute seule pour voir ce que je démarre. C'était bon. Dans une semaine, c'était bon. Ça, j'ai tout compris. Là, il faut... Et qui vous a appris justement? C'est ça. C'était qui votre... Là, c'était ancien. Ouais, je le surveillais quand même. Pour voir qu'est-ce que ça dit. Mais du coup, Pierre, est-ce qu'il y a une part où, des fois, quand on fait une commande spéciale, imagine, on te dit on veut tant de degrés, on veut que ça sorte comme ça, est-ce que tu t'attends des fois? Est-ce que... C'est ce que tu as dit. C'est ça Oui, que tu expliques oui. tout le temps. C'est eux qui me disent, bon, tu fais à tel degré, et je dis, ok. Et ça prend Et du c'est temps en fonction de ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Non, c'est moi à chercher pour voir quel degré il faut faire. Hein? Ah, c'est bon. Si on me dit tu fais à 60 degrés, je dis non, c'est pas possible. 60 degrés, pas possible. 60 degrés, ça va descendre à 59 degrés, 40 degrés, ça vaut rien. T'as pas de rhum là-dedans. Le rhum, le vin, tu l'as jeté. Tu vois? Parce que ça travaille circuit ouvert, c'est ouvert. Dès qu'on ouvre la vanne, le jus, ça part dans la nature. Alors le temps que tu fais à 60, ça vaut rien du tout. Il faut aller au moins très doucement. Alors justement, L'alambic, ça travaille circuit fermé. Tu remplis et tu fermes partout. Partout est fermé. Et là, tu attends. Lui, si tu fermes, le vin va remonter. Ça va tout s'arrêter. il y a combien de paramètres sur lesquels tu peux jouer pour pouvoir dire, enfin, pour pouvoir arriver à un degré qu'on te demande? Combien de paramètres? Est-ce que c'est du secret? Est-ce qu'on peut savoir un peu? Est-ce qu'il y a des manettes? Est-ce qu'il y a ouvrir, fermer? Attends, je vous dis. Attends. Est-ce qu'il y a des boutons? Non, je vous montre. Tu veux comprendre? Ok. Est-ce que ça Une fusée éclairante, c'est quoi? Non, c'est pas ça. Instrument de mesure. C'est ça là. Ça, c'est très important, j'ai l'impression. C'est des parchemins ninja en fait. Alors, Ah, c'est le petit. là, ça arrive à 80. Alors, si on me demande, Pierre, tu fais à 78. Qu'est-ce qu'on fait pour diminuer ça? Alors, il faut que j'essaie de faire même à 82. Il faut que ça reste toujours au moins à 80. Alors, si ça reste à 78, lorsqu'on va comparer, on sera peut-être à 74, 72. Mais justement, ma question, c'est ça. Comment Oui, on arrive attends. Ça correspond à quoi alors? Ça, c'est pour le chauvin en haut. D'accord. C'est lui qui commande, disons, c'est le chauvin qui commande tout ici. D'accord. Alors, comme ça, c'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'intérieur. Si on me dit à 79, moi, je vais essayer de faire 82. J'ai bien compris ça. Ouais, et là, je vais jouer avec ça. Ah, voilà, on est arrivé. Là où la manivelle, C'est ça. C'est ça qui contrôle les colonnes. Et c'est ça qui contrôle les degrés. Tu vois? Plus je vais envoyer de vin, plus ça va descendre. Et si je ralentis, ça va remonter. Alors il faut jouer avec ça. Si tu veux rester à 80, c'est là il faut jouer. Et tu peux jouer combien de temps dessus? Bah, En moyenne. tous les 2 minutes. Ah ouais, faut là. Et donc, pour arriver Soit 2 minutes ou 1 minute, ça dépend. 78 et quand tu as 82, ça peut durer combien de temps sur la journée? Bah, il faut toujours jouer avec. Jusqu'à Bah, jusqu'à la fin. c'est quoi la fin? Bah, lorsqu'on a terminé. Ah, donc tu fais l'aller-retour en permanence. Oui, de temps en temps, tu touches. Et c'est tout. Tu touches à ça toujours après, 5 minutes après. Oui, il faut laisser. Et en bleu, ça reste constant. Ça reste constant. Quand c'est constant, tu chronomètres ou. Non. Ok. Et aussi, on a le question de nettoyage. Moi, je nettoie tous les samedis. Tu vois? Tous les samedis, il faut nettoyer les colonnes. Il ne faut pas laisser le truc de la semaine là-dessus. Tu vois, même les chauvins, ils sont tous propres. Non, de l'eau. Distiller de l'eau. Parce que j'arrive à distiller de l'eau. Je distille de l'eau aussi. Si, si, je distille de l'eau. Si, je distille de l'eau. On peut venir avec la jerrycan dans de l'eau ici. Oui. C'est pas tellement buvable, mais j'arrive à distiller de l'eau. Pour les machines.
Il y a une question encore? Ça ressemble lourd encore. Et je disais aussi, plus l'alcool il est fort, plus il est bon parce qu'il a tous les fruits. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Beaucoup de maisons ne le comprennent pas. C'est pour ça qu'on est là. Et plus le jus a du sucre, plus tu vas avoir d'alcool et plus tu vas avoir le rhum sera un peu sucré. Tu vas avoir peut-être, ah, le rhum est sucré, mais parce qu'il y a une raison. C'est le sucre qui fait l'alcool. C'est le sucre qui fait l'alcool. Parce qu'il y en a qui ne savent pas. Ils vont te dire, ouais, tu mets plus d'eau pour avoir plus de rhum, mais c'est pas vrai. Et la personne qui va distiller, il ne va pas réussir à distiller. Parce que ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Tu vois? Plus rhum, plus il y a du sucre, ça va rester là, à travailler. Il y a des fois ça descend, c'est moi qui ralentis pour plus. Vous voyez? Remonter. Parce qu'il trouve quelque chose à faire. Puis on a ça derrière aussi, ça c'est le... Vous voyez? Ça c'est pour chaque colonne. Vous voyez? Vous entendez? Bon, il fait bon. Vous voyez au camion, au caméra. C'est le même métier là. Alors, si vous n'avez pas pression, puis travail, il peut signifier en med. Pour le moment, il y a pourquoi, mais moi j'ai étudié plan là déjà. Combien de plateaux, Denis? Ça a mis 16 plateaux. 16? Ouais, bon, monter ça, que j'ai rien dit. Ah, là, on est descendu Ah, mais il y a un là-bas. mélange de... Là, on est descendu là-bas qui montre ça. Non, tu vois là, le jus arrive là, mais le jus là, est monté. Bienvenue à la distillerie. Merci beaucoup. Ah, c'est déjà. Ça va, mais sans travail en premier. Ah ouais? Tu fais des commentaires, c'est... Le grand Manitou. Ah, c'est bien, oui. Le grand Manitou. Et Il a dit que vous êtes le premier avec qui il a travaillé, donc vous êtes le grand Manitou pour lui. Voilà. Depuis 46 ans. Mais il a dit qu'il est meilleur que vous, c'est ça? Et c'est une raison qui est effectivement ces deux matières. Les matières de... ouais. C'est la cuve. Ouais. C'est ça, on doit t'expliquer au rhum là, c'est là Gavin. Ah, c'est parce qu'il y a le... D'accord. Ouais, même ça aussi, ça c'est les condenseurs, ils ont un cuivre aussi. Que c'est eux qui ont récupéré le rhum là, tout. Ça permet de ne pas altérer le... Et là, nous avons distillé le rhum là, il nettoie bien ni tête, cœur et queue. Pas... Un peu, ouais. Ouais, les garçons, mais bon. Plus aux garçons. Ouais, tête là, faut pas nous boire, faut pas nous consommer. Il a un mauvais goût, il pas bon. Alors, ouais, le premier alcool, c'est ça, il y a du bon. Il a fait, là, il a coulé, il a voulu une sorte de petite huile. Et comme il dit, avec ça, on peut faire l'huile essentielle. D'accord. Ça, il faut jeter. Alors, dès que. Vous ressentez cette bonne odeur qui monte bien des culs, on dirait du cidre. Franchement, ouais. Et dès que ça descend, dès que ça fait. Voilà, je vous présente mon ami Werner qui nous vient tout droit de la Suisse. D'accord. Bonjour. Inconditionnel évidemment de nos. C'est bien. produits. Et du beau rhum. Vous êtes au bon endroit. Pas tous les rhums sont bons. Malheureusement. Et bon. Ou heureusement peut-être. Je sais pas. Bah, ça vous a cherché beaucoup. Et bon, point fini. Et là, on va commencer à récupérer. On va commencer à récupérer à 65 degrés. 65 degrés, là, il commence à venir en alcool. Là, nous pouvons récupérer. Là, nous allons récupérer cœur là. Et que là, quand reste là, c'est là qu'il a molli. Bon, non. C'est là qu'il a. C'est à 60. À 60, nous allons récupérer encore. Pas 60. Non, 60. Là, il n'est pas bon encore. Ça, on peut jeter ça. C'est pour ça que c'est les autres là qui ont récupéré. C'est les autres là qui ont mélangé que la tête là ensemble. C'est pour ça qu'on a gagné un duel d'odeur. Ah ouais? Et ça dépend gens aussi, il faut nettoyer. Pour en avoir pas peur. Non, peut-être c'est pour ne pas voler au maillot. On y va.
Ouais, ouais. Parce que tant nous, nous pouvons voyer un côté. Quoi? Parce que là, on a fini. Ouais, à la fin, il a resté à 60. Soit quand j'étais ça n'a pas vu rien. Mais on est en dessous là, donc on vient. Ah ouais, c'est un bon lourdin, mais. Parce que mes azois dans les sentiers, donc ouais, ils ont le droit de lourder. Faut bien ça, faut bien. Ah ouais. Ouh. Il n'est pas buvable. Non, faut pas boire ça. Tiens, passez mes azois dans les sentiers. Il est pas mauvais quand même. Hein. Non, mais. Non, le défaut, c'est quand même. Tu ne salis pas la tête, t'es sûr. Tiens, passe la main et sentez, vous allez voir. Ça c'est à la fin, il ne faut pas le boire. Ok, c'est combien ça? 60. Yo kwe zi wè wè ma biyel bon, mais yo pa rien dit bon. Ils bon pour petit monde qui fait ici bon. Son monde qui derrière. Tu vois? Mais yo pa rien dit yon monde derrière parce que faut pas dire on m'a bon vieux là vieux mais on a dit si on l'a bon, vieux là automatiquement bon. C'est ni monde qui comprend qu'il y a ajouter colorant vieux là non, bien buter quand il va dire mais stick là dit non. C'est blanc là qui a compté. Depuis blanc là bon. Même à Martinique. Et c'est très important. C'est blanc là qui a commandé. Oui, ça c'est bon. Depuis blanc là bon, vieux là qui est bon. Nous partons à la visite des chais où nous allons rencontrer Shirley, responsable vieillissement, et Jacques, le maître de chais. Donc je vous présente Jacques Laran qui est notre maître de chais. Ah, d'accord. Donc là on passe sur la partie vieillissement. Donc vous avez Shirley qui arrive juste là aussi qui fait tout ce travail de suivi des fûts. Donc c'est une collaboration Shirley et Jacques. Donc souvent je parle de Shirley aussi sur les dégustations. Comme je vous disais, c'est elle qui est aussi dans les chais, qui va s'occuper des fûts, sur la déco, même sur le vieillissement. Et Jacques qui intervient très régulièrement aussi pour faire tout ce qui est, donc c'est le maître de chais, donc qui va mettre sa signature. Voilà, qui va vous présenter aussi, on va faire un atelier vieillissement, il va vous présenter vraiment la politique de Biel et aussi le mode de vieillissement qu'on a sur les différents fûts, les différents produits. Donc si je ne m'abuse, c'est Shirley qui va nous présenter un petit peu le chai. Donc là, vous êtes dans un de nos chais de vieillissement, le dernier construit, si on peut dire ça comme ça, où on a des fûts de provenance différente. On peut avoir du fût de Bourbon, on peut avoir du fût de Cognac. Et puis les rhums vont passer minimum 3 ans, donc ça je pense que vous savez tous comment ça fonctionne au niveau de la réglementation, au minimum 3 ans pour pouvoir après avoir la dénomination de rhum vieux. Donc je vais vous parler de mon quotidien pour que vous sachiez un petit peu comment est-ce que c'est fait. La chose principale, c'est le rhum blanc, vous avez vu comment est-ce que c'est distillé. Pour faire un bon rhum vieux, il faut un bon rhum blanc. Donc à partir de là, on a à peu près toutes les cartes en main. Le vieillissement, on met en vieillissement de manière régulière, du moment qu'on récupère des fûts. Un fût ne doit jamais rester vide, on est bien d'accord, toujours mettre du blanc dedans. À 59 degrés de manière générale. Et puis après, ça dépend. On a du fût neuf, on a du fût d'occasion. Et avec ça, on va réussir à faire le vieillissement des rhums Biel que vous connaissez. Après, si vous avez des questions, voilà, c'est ça. Pardon ? Non, on met du 59, des fois on met du brut de colonne directement, ça dépend. Ça va dépendre des fûts. Et c'est sur quel rhum vieux vous avez fait avec le brut de colonne? Sur quel?
Alors, Avec quel rhum vieux vous avez- alors j'ai pas, ça dépend. Après, tout au long du vieillissement, il y a toute une stratégie sur le vieillissement qui varie et qui va rester, si je peux dire, un petit peu secrète et dans les comment dire, voilà, confidentielle. D'accord. Mais ça peut arriver qu'il y ait des rhums qui soient mis en vieillissement à fort degré, d'autres avec des degrés un petit peu différents. Mais sur ça, on ne dévoilera pas quel rhum en question. Tout dépend du type Mais de voilà. fût. Et tout dépend du type de fût. On ne va pas mettre forcément des degrés identiques par rapport au fût. Et comme tu viens de le dire, Charlet, la finalité aussi qu'on voudra en faire. D'accord. Ok. Alors, si je peux me permettre aussi, c'est que sur la politique de la distillerie, donc Jacques va vous expliquer aussi après, Shirley aussi, c'est que nous, ça fait très longtemps qu'on fait du vieillissement, donc du millésime. On a une date de mise en fût, une date de sous-tirage. Donc c'est une production qui est maîtrisée, où chaque millésime aura un caractère bien particulier. Donc ça, c'est un savoir-faire, enfin, c'est une politique qu'on utilise depuis des années, plus d'une vingtaine d'années. Et ce qui fait la qualité de nos produits actuellement, c'est justement ce savoir-faire qui date de très longtemps. Donc je dis ça, c'est pas intact, mais c'est juste que pour faire un bon rhum vieux aussi, il faut laisser le temps faire. Et ça, nous, comme ça fait très longtemps qu'on fait ce type de vieillissement, on arrive à avoir des produits exceptionnels aussi maintenant, des pépites, mais c'est vraiment un travail, un suivi donc, que Shirley et Jacques font en permanence pour avoir des produits de caractère vraiment exceptionnels. Donc c'est aussi Jacques qui me l'a appris, pour faire un bon rhum vieux, c'est un bon rhum blanc. Ce qui va définir la palette aromatique, c'est la qualité du fût et ce qui a été vieilli auparavant. Donc, tout ça, il va vous le dire. Pour rejoindre ce que Shirley disait, c'est que son travail de suivi de fût, c'est pas un seul cahier des charges pour dire qu'il n'y aura que du 59 degrés qui va être mis. On est une petite distillerie, on fait partie de groupe, c'est que des passionnés qui sont dedans, on fait des expériences, on n'a pas de contraintes de production. Donc on peut se permettre de faire des choses, des fois on tombe sur de superbes surprises de l'excellence, comme des fois on peut tomber sur des choses qui ne sont pas terribles, où on va peut-être faire de l'ambré avec, ou on va l'utiliser pour d'autres choses. Mais voilà, en fait, il n'y a pas un cahier des charges précis, on peut faire mettre du monovariétal en vieillissement, on peut mettre un haut d'alcool, un 59 degrés, mais voilà, après c'est aussi, pour moi, le but, c'est que quand je vous dis, ouais, mais attendez, Shirley est en train de me préparer les fûts, maintenant vous voyez qui c'est. D'accord. Ouais. Les fûts vont arriver la semaine prochaine, c'est Shirley qui est en train de me les préparer. Comme ça, vous voyez aussi qui c'est, et Jacques aussi. Et en fait, comment fonctionne justement cette collaboration entre vous deux? Qui fait quoi, et à quel moment vous intervenez, comment vous intervenez, et comment vous interagissez? Déjà, mon passé, c'est 36 ans au Cognac Martin. D'accord. J'ai géré 200 000 fûts à l'époque. Quand j'étais en activité, ça fait 10 ans que je suis à la retraite. Une quinzaine d'années que j'accompagne la distillerie Biel au niveau des vieillissements. 10 ans de façon plus importante depuis que je suis à la retraite, forcément, parce que j'ai un peu plus de disponibilité. Donc, et là, vous avez un certain bagage. Voilà. Par rapport à ça, chez Biel, tous les rhums vieillis sont des rhums vieillis naturellement. 100% de la gamme sont des rhums vieillis naturellement. Très peu de distilleries dans la carrée peuvent se dire la même chose. Je répète, 100% de la gamme vieillis naturellement. Sans boisé, sans caramel. Alors que c'est autorisé par la réglementation. Donc le travail qu'il fait en collaboration avec Charlet, c'est que on va chercher à faire des vieillissements dans des différents types de fûts. On va faire d'abord la spécialité de Biel, c'est surtout du millésime, contrairement à ce que, comme elle vous a dit tout à l'heure, beaucoup, surtout en Martinique, ont les codes du cognac. Le VS, le VSOP, donc là, un petit peu comme le cognac qui est un mélange de fruits de millésime, on va chercher à perpétuer le VS, perpétuer le VSOP, perpétuer l'XO. Ça ne va pas être le cas chez Biel. Chez Biel, c'est du millésime. Par contre, le millésime va pouvoir changer de fût, comme vous disait Charlet tout à l'heure, de temps de son vieillissement. Parce qu'on ne peut pas avoir que du fût neuf, on ne peut pas avoir que du fût ancien, on ne peut pas avoir que du fût roux. Et chaque typicité entre déjà le grain du bois, l'origine des bois, parce que dans le rhum, on peut mettre du chêne américain, du chêne européen, ce qui n'est pas le cas du cognac, c'est uniquement du chêne européen. On va jouer sur le grain du bois, du grain fin, du gros grain, qui ne vont pas développer les mêmes arômes, et surtout la chauffe du fût qui va influencer beaucoup, puisque le bousinage, c'est le jargon professionnel du tonnelier qui laisse cuire sur un brasero, non pas avec des flammes, puisqu'on commence par chauffer le fût pour le cincrer, et après on le met sur un brasero de manière à ce qu'il puisse
chauffer et pénétrer dans le bois de différentes façons. Et vous faites ça ici? Pardon? Non. Vous faites ça ici? Non, les fûts sont achetés dans la région de Cognac, D'accord. puisque Cognac, c'est la Spirit Valley, c'est là où on trouve la plus grosse concentration de tonnellerie au monde. Il faut savoir ça aussi. Donc on a tout le choix possible d'achat de fûts, et comme je faisais ça déjà dans mon premier métier, on va dire les bonnes adresses pour acheter des fûts quand il faut. Et avoir un équilibre dans les fûts, parce qu'on ne peut pas avoir toujours des fûts de la même qualité. Donc on va chercher à faire des assemblages de différentes origines de fûts, mais en gardant le millésime. Et on aura des rhums qui vont être réduits, vous savez la gamme bielle à 42 degrés ou 45 degrés, et des brutes de fût. Donc on ne va pas faire le vieillissement de la même façon pour faire un rhum qui sera réduit par rapport à un rhum qui va partir en brute de fût. Parce que c'est un équilibre, le bois indispensable pour vieillir, comme je dis toujours, mais boire du bois c'est pas bon. Ça c'est comme dans le vin. Moi, je déteste la dominante du bois, donc il faut chercher un bon équilibre. Et je pense que globalement on arrive à réussir à faire quelque chose d'intéressant. Enfin, je pense que vous connaissez bien déjà la gamme. Donc voilà un petit peu et comme vous disiez Charlet, on ne va pas aller jusqu'au fond du secret. Voilà. D'accord. Mais si vous avez des questions, allez-y. Hein. Nico, tu disais que vous faisiez beaucoup d'expériences. Et pour vous, quelle a été votre expérience la plus réussie? Dans le vieillissement? Ouais, parce que vous, c'est plus... Oui, surtout le vieillissement. Chez Biel, quelle a été votre expérience votre meilleure expérience? J'ai la réponse. 2002. Alors, pas forcément le meilleur rhum que vous avez fait. Oui. Je sais pas. Voilà, là vous avez fait il y a plusieurs anecdotes parce que moi je voyais en off, par exemple le 2006 qu'on a goûté en avant-première avec vous. Quand ils m'en ont parlé, moi j'avais des étoiles dans les yeux parce qu'ils m'ont raconté, Jacques m'a raconté qu'ils ont goûté les fûts de cognac anciens et justement ça goûtait trop le bois. Et quand ils ont voulu mettre avec les fûts de Bourbon, ils sont tombés sur un équilibre parfait. Il y a eu un peu cette histoire aussi sur le 2008, c'est le 40e anniversaire. Donc c'est plusieurs anecdotes et c'est vrai que bon, oui, je pense que je voulais savoir s'il y en avait une vraiment qui vous avait vraiment marqué. Une belle surprise. Moi, je pense que chaque fois, c'est une belle surprise à chaque fois. Oui, globalement. Non, mais c'est vrai, mais c'est vraiment parce que après, c'est au fur et à mesure du vieillissement qu'on se rend compte de ce qu'on va pouvoir avoir. C'est dans les premières années du début de vieillissement d'un fût, on a une orientation, mais plus ça continue à vieillir, plus on va se rendre compte vraiment de ce qu'on va pouvoir sortir. Mais normalement, depuis le départ, vous savez déjà que ça va faire... Non, mais depuis le départ, on peut se rendre compte de ce que ça peut donner, mais bizarrement, il peut y avoir quelque chose qui va changer et, en cours de vieillissement et on va se dire « Ah bah, ça confirme, c'est super quoi ». Mais oui, on peut avoir une orientation au début de savoir ce que ça peut donner. Vous êtes habitué au millésime chez Biel. Donc forcément, comme dit Charlet, un millésime ne pourra pas remplacer l'autre. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'est pas dans le registre du cognac, on va faire un VS ou un VSOP perpétuel, du même goût, du même type. Non, donc là, il y a forcément une différence. Mais je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas travailler l'origine d'un rhum pour le faire réduire à 42 degrés comme pour faire un brut de fût. Parce que vous avez certains rhums qui vont manquer un petit peu de corps, si vous les réduisez, ça va pas être terrible. Donc on s'arrange toujours de manière à ce qu'on ait le meilleur. Mais il y aura toujours des différences. Alors souvent de fois, le millésime qui vient de se terminer, comparé tout de suite avec l'autre parce qu'ils sont un petit peu à cheval sur l'étagère, mais très rapidement, par expérience, depuis 10 ans, on se rend compte que le consommateur, il a fait une comparaison au début, parce que le nouveau millésime est arrivé, celui-ci je trouve un peu plus puissant, ou celui-ci je trouve un peu plus vanille, mais on va trouver une différence, mais pas forcément une critique, et souvent de fois très rapidement, le nouveau millésime va faire la référence, tel qu'était le précédent, et puis le prochain ce sera pareil. Alors pour vraiment dire si les meilleures expériences que j'ai pu avoir, c'est que moi je suis un petit peu déformé, c'est que je veux que de l'excellence. J'aime pas le mal fait. Et quand on a des bons rhums blancs, comme on disait tout à l'heure, on est très exigeant pour l'achat de la qualité des fûts, il ne faut pas trop se tromper, mais quand même, n'oubliez pas que Charlet et moi-même, on travaille sans filet. Le trapéziste, quand il est dans la cirque, il a un filet dessus pour le rattraper. Et le filet, c'est quoi? C'est le boisé, c'est le caramel, on n'en a pas chez Biel. Donc on est obligé de travailler à la perfection. Il n'est pas de voir les voir. Voilà, exactement. Non.
Sinon, c'est pas bon. Non, c'est foutu. Voilà. Une partie de réponse, je pense que c'est qui entend. Juste une question, je sais pas. Quand on est sur un millésime, est-ce qu'on a une récolte d'une seule année, comme pour le vin ou le champagne? Eh ben, bien sûr, quand on met un millésime, il y a une période de récolte, une période de distillation, et après on met en vieillissement ou on met en blanc. Mais si je pense que vous voulez en venir, c'est de savoir s'il y a des différences entre les millésimes. Oui. Alors il y a Oui. forcément des différences avec les millésimes, mais ils ne seront pas aussi marqués que dans le vin. D'accord. Hein, ce ne sera pas la même chose. Okay. Mais je pense que ça, vous avez déjà vu au début du parcours, pourquoi on arrivait à une qualité de rhum blanc aussi bonne. C'est pas un élément, deux éléments, c'est toute la chaîne depuis le début. De la qualité de la canne, au nombre de moulins, au type des colonnes, et voilà. Et puis comment je veux dire, à tous les opérateurs qui, comme disait Nicolas, qui font ça avec passion et qui veulent faire que des belles choses. Quoi. Voilà, donc on n'arrive pas à notre résultat par hasard. C'est vraiment un travail d'équipe et de savoir-faire. Ma question, juste lors d'une mise en fût. Bon, j'ai compris, le jus mis dans un fût peut passer dans un autre fût ultérieurement. Mais est-ce que, si on parle sur un bout de fût, vous avez quand même des manipulations sur le fût régulier? Alors, manipulation. À quel niveau? Non. Et Une fois que les fûts ils sont positionnés, on ne peut plus rien faire. Ça fait 250 kg pour les uns et parfois 300 ou 400 kg. Donc, non, une fois que le rhum est dedans, après on... Vous faites du houillage, vous laissez Oui. ou pas? Oui. On fait des houillages sur quasiment tout. Sauf pour certains, millésimes que l'on souhaite faire un 5e casque. Si vous connaissez bien sûr le 2005 Rhum Vieux de Marie-Galante, là il n'y a pas eu de houillage. Il n'y a pas eu de houillage. Le fût le plus petit, je crois, on a dû faire 36 bouteilles. Cher de mémoire. Il me semble que non, un peu plus. Il y a à peu près combien de fûts différents pour le 2005? Parce qu'il y en a pas mal. Hein. Je ne les ai pas en mémoire, mais il y en avait bien une quinzaine. Oui, crois, largement. à peu près, oui. Largement, oui. Est-ce que par rapport à ça, chaque fût a vraiment donc son... Oui. Degrés différents. Alors après, il y a bon, le chai va influencer aussi. Hein, sur le positionnement aussi. Et la hauteur de stockage aussi, voilà. entre ceux qui sont plus près du toit et ceux qui sont en bas, on va avoir des différences aussi. Il y aura des différences aussi dans la perte du degré et la perte du volume. Bon, il faut savoir quand même qu'ici, sous les tropiques, c'est à peu près, en bout de 7 à 8 ans, vous perdez la moitié du volume. C'est-à-dire que quand on met 100 fûts cette année, dans 7 ans, on n'en aura plus que 50. Quelquefois, les gens disent, bah oui, mais le rhum vieux, c'est cher. Quand vous pensez à l'investissement de l'achat des fûts, il y a un fût basé qui va commencer à coûter 700 € hors taxe, et qu'il faut à peu près 100 € pour faire venir Métropole ici, plus après l'évaporation, hein, ça c'est la part des anges, on n'y peut rien. Donc, c'est la magie en fait. Ça explique un petit peu aussi pourquoi le rhum vieux, c'est un petit peu cher aussi. Il y a une canne plus dure à vieillir que d'autres? Par exemple, la canne grise, est-ce qu'elle est plus dure à faire vieillir que la... Non, on va tomber sur des arômes différents. Mais ce sera... Non, c'est le climat qui va jouer. On est à peu près 2 à 3 fois... Enfin, en métropole, par rapport à la métropole, ça vieillit 2 à 3 fois plus vite ici. C'est ce qui fait la concentration des arômes. Hein. Voilà. Ça perd beaucoup plus en volume, mais voilà. Et tous ceux qui ont voulu, parce que c'est un peu la mode en métropole, toutes les maisons de cognac veulent faire du whisky, veulent faire du rhum. Déjà 9 fois sur 10, ils commencent par acheter du rhum de mélasse parce qu'il est moins cher. Et après, c'est pas... Je vais juste faire un petit parallèle justement par rapport au vieillissement. Ça explique aussi pourquoi on est souvent en rupture. Enfin, vous êtes des collectionneurs, vous êtes des amateurs de produits. Quand on n'en trouve plus dans nos magasins, c'est qu'on justement on triche pas. Quand les fûts sont finis, on travaille sur d'autres millésimes. Et si par exemple, là, je prends l'exemple du 2012, le 2014 l'a remplacé sur le cahier des charges des brutes de fûts de 6 à 8 ans chez nous. Mais il y a eu une période où il n'y avait plus de brutes de fûts de chez nous. Donc c'est là où commence la spéculation, mais on n'est pas responsable de ça. Nous, on a donc justement Shirley, Jacques vont faire leur sélection, vont répertorier les fûts. Mais quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Vous avez une part de responsabilité quand même. On a une part de... parce que c'est trop bon en fait. oui, bien. Mais ça vient de là aussi, ça vient du fait que ça soit une production maîtrisée et que ça soit à échelle humaine. C'est-à-dire que même si c'est des chais qui sont immenses, justement derrière vous avez un vrai savoir-faire qui est là.
et qui vont pouvoir faire le suivi. Si on partait sur des Non, mais c'est aussi comme on travaille des millésimes. Les millésimes sont travaillés par mois. Ce que vous avez sur les fûts décrits, ça se voit par exemple sur celui-ci. 01, ça veut dire janvier. Tant qu'on n'arrive pas au mois en question, on n'a pas le droit de le sortir du fût en fait. Donc on doit attendre pour pouvoir avoir toutes les années de vieillissement autorisées. Ah, c'est le cahier des charges des d'IG Guadeloupe. Nous terminons la visite dans le Chai du Paradis, où 2 dégustations nous attendent. La première est un rhum blanc pour d'élaboration. 11 étoiles en ciel, la La seconde dégustation est la future sortie de Biel, le 2011, un millésime de 10 ans, non réduit pour notre visite. Il sortira à un degré réduit pour le marché. La dernière est une belle surprise, un 17 ans d'âge de 2001. En effet, Biel conserve en Dame Jeanne quelques millésimes d'exception. Ceux-ci sont stockés en Dame Jeanne dans le Chai du Paradis en attendant une éventuelle sortie un jour. Un des membres du club fait goûter à Jacques une de ses créations, un blend de 2 millésimes de Biel. Et pour terminer cette belle visite, évidemment passage obligé à la boutique Biel. Nous remercions toute l'équipe de Biel pour cette très belle visite avec le club.